Avec le grand témoin sport de France Info, nous allons nous replonger ce soir dans une époque qui paraît à peine croyable, celle où les matchs de football n'étaient pas ou peu retransmis à la télé, celle où il n'y avait pas de pub autour des terrains ni sur le maillot des joueurs. Celui qui a amené toutes ces révolutions est avec nous. Bonsoir Jean-Claude Darmon. Bonsoir. Vous êtes toujours présenté comme l'inventeur du foot spectacle, du foot business, pour vous raconter votre parcours dans un livre qui vient de paraître chez Fayard au nom du foot. Le sous-titre L'argentier du foot français raconte. Ce surnom, l'argentier, vous l'avez mis sur le livre parce qu'on vous le colle justement tout le temps ou parce qu'il vous plaît? Je pense que l'éditeur trouvait ça plutôt bien. Moi, au début, ça me plaisait beaucoup parce que grand argentier du football, c'est celui qui amène les ressources financières du football, ce qui était vrai, ce qui est vrai pour l'époque. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être l'argentier parce qu'on vous colle l'argent du matin au soir et ce pays a un vrai problème avec l'argent. On va revenir sur votre carrière. Quelques mots simplement. Michel Platini, cette semaine, on a appris qu'il était définitivement suspendu, qu'il n'assistera pas à l'Euro. On a entendu beaucoup de gens le défendre. Ce n'est pas forcément votre cas. C'est pas tout à fait vrai. Moi, ce qui lui arrive, je suis peiné. Car vis-à-vis de Michel, je suis ni rancunier, ni revanchard. C'est pas moi qui l'ai jugé, c'est le TAS, qui est l'autorité supérieure du football. Je connais pas le dossier, mais chacun prend ses responsabilités. Vous avez dit plusieurs reprises que c'était un homme d'argent, mais vous aussi, on vous définit, vous définissez vous-même comme un homme d'argent. Quelle est la différence finalement? La différence, il n'y en a aucune. Sauf qu'il ne faut pas faire n'importe quoi pour de l'argent. C'est tout. Être homme d'argent dans ce pays, c'est infamant. On vous montre du doigt. Mais c'est quoi un homme d'argent? Il a gagné royalement sa vie, et c'est bien normal. J'ai gagné royalement ma vie, et c'est bien normal. Mais on sait que dès qu'il y a succès, évidemment, on a l'argent au bout du compte. Vous dites que vous n'êtes pas rancunier. Dans votre livre, vous parlez tout de même de la responsabilité de Michel Platini Oui, dans c'est vrai. l'éviction, on va C'est dire. vrai, c'est vrai, mais c'est pas être rancunier, je raconte ma vie et je raconte des histoires. D'ailleurs, j'ai pas raconté toutes les histoires Pour que raconter Michel m'a faites. simplement, vous étiez placé en 98 pour assurer le marketing des Bleus. Il a préféré le faire en interne et vous l'avez dit. Oui, c'est ça, mais sauf que ça venait d'une affaire qui datait de 82 et qu'il n'a jamais supportée et pendant 35 ans, et il a fait en sorte de m'accrocher. Et c'est là où je dis qu'il est rancunier, là où moi je ne suis pas rancunier. L'affaire Platini, elle illustre ce qui se passe aujourd'hui au plus haut sommet du foot mondial. Quel regard vous avez, vous, sur ce qui se passe à la FIFA? L'affaire Platini, si c'en est une, parce que la FIFA et l'affaire Platini sont deux affaires différentes. Je pense que Sepp Blatter, je pense que le secrétaire général de la FIFA ont des problèmes certainement beaucoup plus importants et plus graves que ceux qu'a eu Michel, ce qu'a Michel. En fait, le dossier, je connais bien, c'est clair. Donc non, la corruption n'est pas partout, loin s'en faut. Et le ménage a été fait déjà en première partie. Je vous rappelle qu'une dizaine de dirigeants de la FIFA ont déjà été arrêtés. C'est pas le cas de Sepp Blatter. Aujourd'hui, il a absolument rien qui lui est reproché. Comment on peut justement faire le ménage totalement? Vous dites qu'une partie a été faite. Est-ce qu'il y a encore une partie du ménage à faire à la FIFA? Moi, je pense surtout qu'il faut que les instances aient beaucoup plus de rigueur. Et dès lors qu'on a de la rigueur, je pense que le président actuellement de la FIFA, qui a été un très bon secrétaire général de l'UEFA, va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Jean-Claude Darmon, on va maintenant parler de votre parcours, celui que vous racontez dans votre livre Au nom du foot, paru chez Fayard. Vous naissez le 7 décembre 1941, le jour de la bataille de Pearl Harbor, vous le dites Exact. d'entrée dans ce livre. Exact. C'est quelque chose qui vous marque, dont on vous a parlé Ça me marque parce que c'est une date historique qui est une référence à cette guerre. Mais bon, ça va, c'est bien de l'avoir cité, mais ça m'encombre pas tant que ça. Vous naissez dans un milieu modeste, famille recomposée, 12 enfants au total, vous nous C'est racontez? vrai. C'est vrai, une famille pauvre de 12 enfants, un père génial, humaniste, pas ambitieux pour de rond, voilà, avec des valeurs morales, une mère qui est quasiment aveugle, mais qui va finir par être aveugle à la fin de sa vie parce qu'elle voit plus et qu'elle a peur de l'opération qu'on veut absolument lui faire faire. Bon, voilà, c'est pas une vie misérable, c'est une vie de gens qui sont modestes, avec des parents géniaux qui donnent beaucoup d'amour. Naissance en Algérie, arrivée très tôt en France, à l'Isle-Adam, tout près de Paris, et l'école, ce n'est pas trop votre truc. Euh, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai parce que j'ai quitté très tôt, vous le savez fort bien, j'ai quitté l'école, j'avais 14 ans et demi, 15 ans. Mais c'est pas vrai parce que je me baladais. Sauf que j'avais un pôle d'intérêt énorme pour le foot, le travail. Bon, c'était pas ma came, donc je me suis sauvé. Voilà. D'accord. Puis la nécessité a fait loi aussi, parce que derrière, il faut quand même trouver l'argent pour continuer à vivre. Et l'argent, vous le trouvez d'abord une fois arrivé à Marseille sur les docks. Exact,
exact. Je vais être docker. Et docker à 15 ans, dans les docks de Marseille, c'est comme si j'avais 50 ans. C'est-à-dire qu'il faut faire le même travail que les hommes. Et on vous prend pour un homme, ce qui est peut-être pas tout à fait vrai pour l'époque, puisqu'on a du mal à assumer à cet âge-là. Jean-Claude Darmon, l'inventeur du football spectacle, est avec nous. On se retrouve juste après les titres. Le grand témoin sport de ce samedi soir, Jean-Claude Darmon, présenté comme l'argentier du foot français, votre livre chez Fayard au nom du foot, votre épopée, votre carrière, on va dire, commence véritablement à Nantes dans les années 70. Exact. Qu'est-ce que vous y faites ? Je fais un livre d'or. Je viens d'inventer un livre d'or qui est la rétrospective des clubs de la création au jour où j'arrive. Et ça marche plutôt bien. Quand je dis ça marche bien, j'en fais beaucoup. Ça laisse pas beaucoup d'argent. Mais au moins, je l'ai fait. D'abord, je me fais plaisir. J'adore le foot. Et j'existe, petitement, mais j'existe. Et au FC Nantes, où je débarque, il y a absolument rien. Je vous rappelle que le FC Nantes est l'équipe des années 60, 70, que rien n'est fait. Et donc, je vais m'y intéresser. L'idée, ça va être, l'idée de génie, si l'on peut dire, de mettre de la pub dans les stades. Exact. Ça existait déjà. Mais c'était des publicités de 20 mètres de long avec des marques. Enfin, c'était n'importe quoi. Il y en avait très, très, très peu. Il n'y avait pas de ressources financières. Vous avez fait de Nantes, vous le dites dans votre livre, un laboratoire d'idées en quelque sorte. C'est vrai. J'avais la chance d'avoir un très bon club, de bons dirigeants, deux dirigeants qui m'ont soutenu contre vents et marées, qui étaient Robert Buzinski et Sylvain Échoua, qui était le vice-président, et Claude Simonet, qui a fini par être président de la Fédération française de football. Donc, avec cette confiance-là, j'ai tout développé. Au début, vous faites tout. Vous êtes même le speaker du stade. Vous occupez. J'envoie même les ballons dans les tribunes. Voilà, vous occupez des buvettes. Les ballons dans les tribunes, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On pense à Max Guazzini après avec le Stade français, exact. Et le rugby. Ouais, mais il le fait pratiquement 30 ans plus tard, Max. Voilà, moi, je le fais faire par les joueurs avant le match. Il faut être fou. Ils peuvent se blesser en donnant des coups de pied, en envoyant des ballons plastiques dans les tribunes. Et moi aussi, je les envoie. Mais après, il faut que je dise pour qui je les envoie. Donc, je monte dans les tribunes. Ça prend une course de 3 minutes pour annoncer, voilà, etc. Il y a des ratés d'ailleurs. Vous essayez de faire venir le ballon par les airs. Ah là, c'est drôle parce que j'ai tout tenté. Et là, le parachutiste, qui doit porter le ballon du match le soir d'un coup d'envoi, tombe dans l'Erdre. C'est-à-dire dans la rivière qui tombe juste derrière le Marcel Sopin. Et il est sauvé. Heureusement qu'il est sauvé. Mais le ballon, on l'a jamais vu. Un mot de Nantes. Aujourd'hui, c'était plus du tout le club flamboyant qu'il a été dans ces années-là. Le dernier titre de champion de France remonte à 95. Quel regard vous avez aujourd'hui sur le club ? J'aime le FC Nantes, ça vous l'avez bien compris. Oui, j'ai un regard un petit peu attristé, mais le dirigeant qui s'occupe, Valdemar Kita, fait de gros efforts et de gros efforts financiers. Je lui souhaite seulement de réussir. Un nouvel entraîneur à partir de la saison prochaine, René Girard, c'est un bon choix ? À faire un choix, c'est le choix qu'il fallait faire, car René, c'est un homme de qualité, de grande qualité. Pour reprendre le fil de votre carrière, vous commencez donc à Nantes et puis vous multipliez les contrats d'un coup, Nice, Monaco, Bordeaux, tout le monde fait appel à vous. Oui, ils font appel parce que je me précipite. Et dans l'ordre, c'est Nîmes et Sochaux. Nîmes et Sochaux. Stade de Reims, pardon. Stade de Reims, Nîmes et Sochaux. Il y a aussi la pub sur les maillots ensuite qui arrive. Exact. La pub sur le maillot, en fait, on nous propose. C'est Vitel qui le propose. Le président Sadou, les Sastres sont hyper contents. On met ça sur toutes les équipes. Ça dure, je crois, la bagatelle de 2 mois, parce qu'on a tout le monde sur le dos. Les vins de Bordeaux, les vins du Languedoc, qui disent comment nous on subventionne, c'est la région. Obligé d'arrêter le contrat en plein milieu. Vous aviez mis de l'eau minérale, c'est ça, comme contrat sur les, mais là, j'ai sur pas les régions viticoles. C'est Vitel qui était venu tout seul. Pardon. Le championnat de France, aujourd'hui, le PSG écrase tout sur son passage. Qu'est-ce que vous pensez de cette hégémonie ? C'est bien, c'est pas bien ? D'abord, le PSG, on a la chance d'avoir le PSG. On a la chance d'avoir un club qui nous apporte quelques 6 à 8 joueurs de valeur mondiale. On n'a jamais connu ça dans ce pays. Donc, c'est vrai que le PSG est un peu accablant sur le plan sportif. Mais derrière, il tire tout vers le haut. C'est-à-dire que de Monaco et Lyon, qui sont les 2 équipes qui suivent de très très près, de Saint-Étienne, qui était une très très belle équipe, ça donne envie de leur ressembler. Mais les budgets ne sont pas les mêmes, et c'est vrai. Donc, je trouve qu'avoir un PSG, c'est sublime. Avoir 3 PSG, j'adore. Le PSG, où vous avez travaillé, notamment, s'est appuyé, en tout cas ces dernières années, sur Zlatan Ibrahimovic. On dit qu'il pourrait partir cette année. Est-ce que le PSG a aujourd'hui la capacité d'attirer de très très grands joueurs comme les plus grands d'Europe ? Vous allez vous rendre compte que le Paris Saint-Germain, depuis quelques années, finit toujours quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est qu'on est dans les 8 meilleures équipes européennes. Mais c'est pas vrai.
Je pense que le Paris Saint-Germain est largement dans les 4 meilleures équipes européennes. Qu'est-ce qu'il manque justement pour aller au-delà, pour passer le cap des quarts de finale? Il manque quelquefois peut-être 2 joueurs d'expérience internationale, donc je parlais de qualité mondiale, qui peut nous rehausser un peu comme l'a fait Di Maria cette dernière saison. Et un joueur, on parlait de Neymar par exemple, du FC Barcelone, Neymar, qui pourrait venir. Vous y croyez, vous? Je crois que tout est possible, mais de prendre Neymar, je préfère prendre Suarez. Suarez qui joue également à Au Barcelone. Barça. Quels sont les joueurs qui vous font rêver d'ailleurs aujourd'hui en Europe? Neymar, évidemment, Suarez, Messi, Ronaldo, j'invente rien. Jean-Claude Darmon avec nous, on va poursuivre cet entretien avec vous, ce sera juste après le journal. Un retour sur 40 ans de football, comment le foot français est devenu un véritable spectacle, un véritable business. Son artisan Jean-Claude Darmon est le grand témoin sport de ce samedi. Votre livre Au nom du foot, édité chez Fayard. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui a fait réellement votre fortune. On peut le dire, ce sont les droits télé. Oui, c'est vrai. Ça n'existait pas non plus, ça. Ça n'existait pas parce que le football français avait eu une expérience terrible sur quelques matchs, dont un match avec Rennes. J'oublie l'adversaire de Rennes. Ils avaient fait, je crois, 600 ou 800 spectateurs. Et donc, Jean Sadoul, C'était le président de la Ligue à le l'époque. président de la Ligue nationale, et surtout Jean Sadoul et Fernand Sastre, considéraient que toute retransmission en direct vidait les stades. Ça paraît à peine croyable aujourd'hui. Mais ça paraît à peine croyable, mais il prenait comme exemple la boxe. Il disait, regarde maintenant la boxe a lieu que dans des arrière-salles parce que la télévision a écrasé la boxe. Et en fait, j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt puisque je me suis battu sans arrêt pour dire, mais non, on a besoin de promotion, de retransmission, de trucs, etc. et de préserver, etc. Et aujourd'hui, vous avez raison, la moyenne de spectateurs doit être de 24 000 ou 25 000 aujourd'hui, je crois, alors qu'on démarrait de 8 000 ou 9 000. Enfin, Et avec des millions de téléspectateurs qui regardent les matchs, donc effectivement, c'est vrai. les gens et des sont dans les milliards stades. pour la Coupe du Monde, par exemple, des milliards de spectateurs. Et devant leur télé. Les chiffres des droits télé aujourd'hui sont absolument faramineux. En Angleterre, plus de 7 milliards d'euros sur 3 ans pour la retransmission des matchs. En France, c'est 10 fois moins sur 4 ans. Vous pensiez tout de même que ça atteindrait de pareilles sommes? Honnêtement, pour la France, oui. Pour l'Angleterre, non. L'Angleterre, c'est un incendie financier qui tombe sur... mais n'oublie pas que si Murdoch a donné cet argent, c'est qu'il doit s'y retrouver. Il est quand même pas fou. Dernier point fin, je tends à dire que le meilleur spectacle au monde est fourni par les Anglais. C'est magnifique ce qu'ils font. D'ailleurs, ce sont les Anglais qui nous ont piqué les 3/4 de nos joueurs. Ces chiffres justement en France qui sont beaucoup moins forts, c'est une difficulté pour le championnat de France? C'est une difficulté, oui, parce que nous sommes en concurrence permanente avec tous les grands clubs européens. C'est ça la différence. On ne se plaindrait pas sinon. Mais le fait de jouer la Champions League, de jouer l'Europa Cup, etc., évidemment, ça pénalise nos clubs qui, après, en plus, ont des fiscalités aberrantes. Les droits télé aujourd'hui, cela fait qu'on a Canal+ d'un côté, beIN Sport de l'autre, un rapprochement peut-être en vue, et puis d'autres chaînes qui arrivent, le groupe de Patrick Drahi notamment. Il faut avoir vraiment énormément de chaînes pour regarder du foot à la télé. Vous pensez que c'est bien, que c'est un problème? Non, au contraire, je trouve que c'est plutôt bien. Bien parce que ça prouve que le foot intéresse. Et si ça intéresse les diffuseurs, ça intéresse aussi le public. Et je crois aussi que chaque chaîne, à le faire, y trouve son intérêt. L'Euro de football débute dans moins d'un mois maintenant avec l'équipe de France, puisque la compétition a lieu en France. Vous sentez une ferveur populaire qui monte ou pas? On a l'impression que ce n'est pas encore ça. Alors, il faut que vous sachiez, parce que je sais que vous l'avez oublié, pour chaque compétition organisée en France, c'est comme ça se passe comme ça. C'est-à-dire 1 mois, 3 semaines, 15 jours, 1 semaine, il y a pas encore la ferveur. Ça vient tout doucement, avec la pression des matchs amicaux qui arrivent et qu'on va gagner, probablement, sûrement. Ce qui fait que on dit, si le premier match, on bat la Roumanie comme il faut qu'on batte la Roumanie, et je vous confirme qu'on la battra, l'épopée européenne va être lancée, et je vous annonce qu'on va être finaliste dans le pire des cas, et champion, parce qu'on a organisé 2 compétitions en France, et 2 fois on a été champion. L'évolution des mentalités également dans le football français. On se souvient forcément de 2010, la fameuse grève des joueurs en Afrique du Sud. On a beaucoup parlé justement que c'était des enfants gâtés qui gagnaient trop d'argent. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit,
Mais qu'est-ce que j'ai inventé en introduisant tant d'argent dans le football? Est-ce que j'ai une responsabilité là-dedans? Ma responsabilité, je dois en avoir une, faible, mais je dois en avoir une. Non, la vérité, c'est que j'ai porté un œil sur la formation et je me suis rendu compte qu'on avait formé des joueurs de très grand talent et peut-être pas des hommes responsables avec l'éducation nécessaire pour l'argent qu'ils devaient gagner. Et ça, c'est une responsabilité que vous prenez aujourd'hui? Je l'apprends avec les dirigeants, car je suis solidaire de mes dirigeants. Devoir trop bien faire quelquefois, on fait des erreurs. Vous avez eu une expérience avec l'Olympique de Marseille également dans les années 80, que vous avez sauvé de la faillite. Aujourd'hui, le club est très mal en point. On peut faire une comparaison entre ces deux époques? Non. Alors là, je vous affirme que non. D'un côté, c'était la disparition. De l'autre côté, c'est vivoter avec des résultats qui sont moyens. Donc non. Résultats sportifs, hein, pardon. D'un point de vue sportif, ouais. Ouais. D'accord. D'un point de vue financier? D'un point de vue financier, je pense que l'OM perd de l'argent et que l'actionnaire n'a peut-être pas envie toute sa vie de subvenir aux besoins de l'OM. Le club est à vendre, justement. Vous êtes acheteur, Jean-Claude Darmon? Je suis acheteur d'aucun club. Même quand le FC Nantes était en vente, je ne me suis pas porté acquéreur. C'est un autre métier. Puis j'ai beaucoup donné pour le football en 40 ans. Donc je pense que je veux maintenant regarder le spectacle avec sérénité. Parce que vous l'avez dit, je crois, être aujourd'hui propriétaire de club, c'est finalement faire du bénévolat, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis il faut être fou surtout. J'aime ces présidents de club, ils sont fous. Vous n'avez pas envie Non. vous avez pas envie d'un peu Non, de non, folie. non, La non, dernière partie de notre entretien, ce sera dans un instant, Jean-Claude Darmon, juste après les titres. Dernière partie de notre entretien, Jean-Claude Darmon, auteur d'Au nom du foot chez Fayard, sous-titre Le grand argentier du foot français. Je voulais vous parler des innovations à venir. Vous avez tout inventé, on l'a dit, les droits télé, on l'a dit, la publicité dans les stades. Qu'est-ce qu'on peut inventer encore aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qu'il faut inventer bon, peut-être? probablement beaucoup de choses. Il faut qu'on s'interroge. La chose qu'il faut mettre en place en vérité pour que ce football, je parle d'une autre football français, soit au niveau des grands clubs européens, anglais notamment, espagnols et italiens, et anglais et allemands pour certains d'entre eux, c'est faire en sorte que le stade soit un lieu de vie. C'est ce qu'a très vite compris Jean-Michel Aulas, qui est le meilleur dirigeant français, avec une prévision et associée à Jérôme Sédou de faire un centre de vie à l'Olympique Lyonnais, d'acheter, de construire lui-même le stade, de le financer lui-même avec une equity de 200 à 250 millions d'euros, lui et Jérôme, de leur argent personnel. Sur un lot de 650 millions, ils ont mis des hôtels, des supermarchés, etc. Et je crois que c'est ça qui amènera à ce qu'aujourd'hui ce football gagne sa vie et tiré vers le haut. Cela veut dire que quand le Parc des Princes, par exemple le PSG, décide d'exclure un peu les supporters violents aujourd'hui qui ont dit qu'il n'y a plus vraiment d'ambiance au Parc des Princes, ça c'était pas une bonne solution? Moi, je pense que c'est une bonne solution, car amener les extrêmes pour que ce soit un terrain de jeu antisémite, anti-tout, etc., et les bagarres que nous avons connues, je pense que ce sont les bonnes décisions qui ont été prises. Ceci étant dit, il y a de l'ambiance. Franchement, il y a moins de folie, mais il y a de l'ambiance. C'est vachement bien. Enfin, moi, je vais régulièrement au Paris Saint-Germain. Il y a 10 ans, vous avez cessé votre activité, en tout cas officiellement. Votre groupe Sport5 a été racheté par l'américain Advent. L'arrêt a été un peu brutal pour vous? Ça a été dur Euh, L'arrêt a été dur, oui et non. Oui, parce que on passe pas 40 ans dans une entreprise sans partir le cœur gros. Non, parce que ce que disait Advent me convenait pas. Donc je suis pas resté malgré les promesses qu'ils m'ont faites d'indemnité, etc. C'est plutôt très très bien, j'étais bien traité. Après, à la fin, non. Une fois que j'ai dit non, ils ont dit que c'est eux qui m'avaient pas gardé. Mais c'est pas grave. Mais je considère que c'est bien ce que j'ai fait. Il y a un temps où il faut savoir s'arrêter. J'avais fait le tour de la question, j'étais heureux et j'ai arrêté. De ce dont je ne me suis pas rendu compte, c'est que on ne peut pas vivre dans le tumulte d'une vie et se retrouver calme le lendemain. Ça, je ne l'ai pas appréhendé. J'avais pourtant une activité, mais je ne l'ai pas appréhendé. C'est comme un genre de recul. Vous avez des regrets d'avoir fait ou de ne pas avoir fait certaines choses? Oui, ça va vous faire rire. J'ai le regret de ne pas avoir été bilingue, alors que j'en avais les moyens, que j'ai pris beaucoup de cours d'anglais, donc je me débrouille pas mal, mais loin de bilingue. J'ai le regret de ne pas jouer de la guitare et de ne pas chanter. Il Voilà. n'est pas trop tard. Je suis chanteur. J'adore la chanson. Vous voulez nous chanter quelque chose? Oui, ben, je vais vous chanter une chanson.
Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Ah bah oui, il y a une carrière qui se profile, Jean-Claude Darmon. Les JO de Paris, les Jeux Olympiques, pardon, Paris est candidat pour 2024. Vous y croyez au projet? Très sérieusement, je pense qu'on va l'avoir. On a pris le taureau par les cornes d'une façon différente de ce qui a été fait précédemment. Et à la tête, il y a un homme qui a tout compris, c'est Bernard Lapassé, président de la Fédération internationale de rugby. On a reçu ici il y a quelques semaines. Bernard, il est pugnace. Bernard ne lâche rien. Et il sait s'entourer des hommes qu'il faut pour gagner. Donc j'ai confiance. Puis il n'y a pas que Bernard. On a des gens qui sont déjà au CIO, qui nous appuient, etc. J'apprends. Enfin bref, moi que Anne Hidalgo ait poussé cette candidature, qu'elle le veuille. Je dis coup de chapeau, Anne, bravo, tu as bien fait. Et vous, ça vous donne envie, au niveau marketing, de vous investir? Pas du tout. Moi, j'ai envie d'aller jouer au foot, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, j'ai envie de faire des affaires rigolotes, car c'est ça qui m'intéresse. Une dernière question, Jean-Claude Darmon. Vous êtes essayé, en tout cas une seule fois, à être agent de joueur. Pourquoi vous n'avez pas continué dans cette voie? D'abord, j'ai jamais fait l'agent de joueur. J'ai accompagné le vice-président de Nîmes Olympique qui voulait absolument transférer un joueur, Domarski, qui est un avant-centre du Stade Mielech, et il m'a demandé de l'accompagner pour l'aider. Donc je l'ai accompagné, moi je m'occupais de rien, j'ai fait aucune négociation, c'est lui qui s'est occupé de tout. Et à la fin de la négociation, il était tellement content, aimé, paix à son âme, il a disparu, qu'il a offert le champagne. Donc voilà, donc très bien, donc le joueur a dit je vais chercher ma femme qui est dans la voiture, et il s'est sauvé. Et vous ne l'avez plus jamais revu? Oui, mais je l'ai rattrapé. D'accord. Je suis allé chez lui à 4h du matin, et je l'ai fait signer. Donc j'aurais pu faire agent de joueur, j'aurais très très bien réussi dans ce métier, mais j'ai pas voulu. Je voulais défendre les institutions et les clubs. Et vous êtes ainsi devenu l'argentier du foot français. Exactement. Merci, que pour les clubs. Merci beaucoup Jean-Claude Darmon. Votre livre chez Fayard, c'est bien sûr Au nom du foot. Merci de m'avoir accueilli.